Vous avez déjà essayé des chatbots qui donnent des réponses tellement précises à des questions complexes et vous vous demandez pourquoi? Aujourd'hui, on va voir ensemble un framework qui est utilisé pour rendre les chatbots efficaces. Salut, moi c'est Badr. Si c'est votre première fois ici, alors bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va essayer de plonger ensemble dans les détails du framework RAG, Retrieved Augmented Generation. On va essayer de décortiquer ensemble c'est quoi ses avantages, c'est quoi ses variantes, et surtout essayer de voir comment mettre ça en place dans Fluways. Alors, vous êtes prêts? On y va. Pour commencer, on va essayer déjà d'expliquer c'est quoi le framework RAG d'une façon simple. Imaginez, vous posez une question à ChatGPT. Vous lui demandez c'est quoi le prix d'une action spécifique. Il va vous répondre avec sa fameuse réponse comme quoi il n'a pas la dernière mise à jour et qu'il ne peut pas vous donner la réponse. Imaginez maintenant, vous avez 20 balles à dépenser. Vous prenez l'abonnement ChatGPT+, vous activez l'option Bing. Là, il va essayer de récupérer la réponse d'Internet. Vous lui posez encore la même question. Donne-moi le prix de l'action, imaginons Tesla. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller rechercher l'information sur Internet, prendre votre question, prendre la réponse qu'il a récupérée et vous générer une réponse. Et c'est ça ce qu'on appelle Retrieved Augmented Generation. La première partie, c'était la partie génération. Donc là, il a juste généré une réponse, il n'avait pas l'information. La deuxième partie, c'était Retrieved Augmented. Donc c'est là où il a augmenté la question par une autre information qu'il a cherchée d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il donne? Ça donne Retrieved Augmented Generation. Et c'est ça ce qu'on appelle le framework RAG. On a essayé de mettre ça en place, mais d'une façon très basique dans la vidéo où j'ai expliqué les chatbots. Vous allez la voir ici ou ici. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on clarifie ensemble certains principes clés car leur compréhension est essentielle pour la suite. On va commencer par les chunks. Imaginez que vous avez un manuel de 200 pages, un manuel PDF de 200 pages. Vous ne pouvez pas envoyer l'ensemble de ces 200 pages directement à un modèle, que ce soit un modèle normal ou à un modèle LLM. Il y a plusieurs raisons à ça, mais la principale raison, c'est la taille des séquences. Un modèle a une taille de séquence prédéfinie. Par exemple, GPT-3 a une taille de séquence de mémoire 2048. Si vous essayez d'envoyer l'ensemble du PDF, ça ne marchera pas. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de diviser ce PDF-là en petits morceaux et par la suite envoyer morceau par morceau. Je suis sûr que vous avez déjà essayé d'envoyer sur ChatGPT un énorme texte et il vous a donné un message d'erreur en bas. Et l'astuce que vous avez trouvée, c'est de splitter ce texte-là en plusieurs morceaux et de lui envoyer ça en plusieurs étapes. Avouez. Comprendre le principe des embeddings est très essentiel. On a vu lors de la dernière vidéo que lorsqu'on termine avec le chunking, la partie où on split les documents, on essaie par la suite, avec un modèle, de faire un embedding de ces chunks-là. Les embeddings, ça sort avec une représentation numérique. C'est ce qu'on appelle des vecteurs. Et ces vecteurs-là, ce sont des vecteurs à multiples dimensions. Et chaque dimension, ça veut dire un sens. Et c'est ce qui permet par la suite, lorsqu'on fait une recherche, de regarder c'est quoi le vecteur qui se rapproche de l'autre vecteur. Donc quand on pose une question, il essaie de la transformer en embedding, donc une représentation numérique sous format de plusieurs vecteurs, et par la suite, il prend l'ensemble de ces vecteurs et il essaye de comparer les autres vecteurs pour regarder est-ce qu'il y a un sens qui est plus ou moins proche de la question dans ce qu'on a déjà au niveau de notre base de données. Donc, c'est comme ça que ça marche par la suite. C'est une comparaison derrière par vecteur. Ce qui fait que le choix du modèle qui va créer des embeddings est essentiel. Il faut savoir que si on a un bon modèle qui saisit bien le sens des mots et des phrases, il va nous créer des vecteurs qui représentent bien la réalité et qui seront simples par la suite à trouver lorsqu'on pose une question. Le stockage des vecteurs, c'est une étape très essentielle parce qu'une fois qu'on a pris nos chunks, on a fait nos embeddings, il faut les stocker quelque part. Et c'est ce qu'on appelle les bases de données de vecteurs. Imaginez si vous avez par exemple une bibliothèque. Quand vous organisez bien votre bibliothèque, vous arrivez très bien à trouver vos livres très rapidement. Et c'est comme ça la base de données de vecteurs. Lorsqu'on crée notre base de données de vecteurs, il faut faire très attention à la taille. La taille de la base de données de vecteurs doit correspondre à la taille du modèle qu'on a choisi. Si on a choisi un modèle OpenAI,
il faut créer la base de données avec la taille du modèle OpenAI. C'est ce que j'ai déjà expliqué dans cette vidéo et dans cette vidéo. Comme à notre habitude, on va essayer de passer sur Miro pour rendre l'explication simple et agréable. Je vais essayer de vous montrer quelques variantes du framework RAG. Avant d'aller donner des variantes du framework RAG, j'aimerais déjà commencer par expliquer la façon standard. La façon standard, c'est qu'on pose une question à un LLM et il nous donne directement un résultat. Il y a deux problèmes majeurs pour moi au niveau de cette solution-là. C'est que le LLM, des fois, il n'a pas les données que nous, on cherche. Comme on a vu lors du premier exemple, lorsqu'on demande un prix d'une action, il ne peut pas parce qu'il n'a pas cette information-là. La deuxième raison, c'est le LLM, des fois, il peut halluciner et nous donner des réponses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et pour résoudre ces problèmes, la société Facebook, en 2020, ils ont mis en place le framework RAG. Je vous laisserai dans la description un lien vers toute l'étude détaillée, si ça vous tente. Là, on va essayer de passer et voir la variante basique du framework RAG. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par la partie création de notre base de données. Parce qu'il faut toujours avoir la base de données qui est déjà créée avant de commencer à poser des questions au niveau de notre chatbot. La première partie, comme d'habitude, c'est le chargement des données. Imaginons qu'on a des documents Word, des PDF, des fichiers TXT. Ils sont énormes. Et le principe qu'on a vu, les chunks. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chunker l'ensemble de ces informations-là. Ici, dans cette variante, la taille des chunks, elle est petite. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre une taille grande, parce qu'une taille grande va agir sur les performances, et on ne peut pas se permettre de prendre une taille très petite, parce qu'une taille très petite, on va perdre le sens des phrases et du texte. Donc, il faut essayer de tester. Souvent, ça se situe entre 300 et 500. Donc, ici, on va prendre une taille petite au niveau de la segmentation des chunks. Après, on va passer à ce qu'on appelle les embeddings. En français, c'est prolongement des segments. Donc, les embeddings, on va essayer, avec l'aide d'un LLM ou d'un modèle, n'importe quel modèle, on va essayer de créer des vecteurs. On va essayer de créer ces vecteurs-là et par la suite, on va les stocker au niveau de la base de données de vecteurs. Donc, on prend nos données, on les chunk, on les transforme en vecteurs via un modèle d'embedding et par la suite, on passe au stockage. Il faut faire très attention au choix du modèle d'embedding. Une fois qu'on a créé notre base de données de vecteurs, là, on passe à la partie question-réponse. L'utilisateur, lorsqu'il va poser sa question, il est essentiel de la transformer en vecteur via un embedding, un modèle. Donc, on transforme la question en vecteur et il faut comparer le vecteur de la question via les vecteurs qu'on a au niveau de notre base de données et chercher ce qu'on appelle des similarités. Pourquoi j'avais insisté sur le fait de bien choisir un modèle pour les embeddings? Parce que le modèle, lorsqu'il saisit le sens et l'explication des termes, etc., il arrive à les placer aux bons endroits au niveau des vecteurs et saisir le sens. Et ça nous facilite par la suite la récupération des informations qui sont proches de notre question. Après, une fois qu'on récupère les informations qui nous intéressent au niveau de notre base de données, on va arriver à augmentation du prompt. Ce qu'on appelle l'augmentation du prompt, c'est le fait d'avoir notre prompt, qui est la question, et lui ajouter d'autres informations, ce qu'on appelle le contexte. Et l'ensemble du prompt plus le contexte nous donne ce qu'on appelle l'augmentation du prompt. Et ce prompt augmenté, c'est lui qu'on va envoyer à notre LLM et lui dire « donne-moi la réponse ». Dans l'exemple que j'avais donné au début pour les actions, qu'est-ce qu'on a fait? On avait notre question, on était allé chercher les informations du prix de l'action et on a récupéré ces informations, on l'a ajouté à la question et on a envoyé ça au niveau du OpenAI via ChatGPT bien sûr, et c'est après qu'il nous a pu nous donner la réponse. Et c'est ça un peu ce que j'essaie d'expliquer avec ce processus. Mais vous allez me dire, c'est top, c'est la méthode qu'il nous faut, il faut aller utiliser ça. Mais non, attendez, il y a un problème aussi avec ça. Des fois, lorsqu'on a des gros textes et on pose une question spécifique, le fait de chunker l'ensemble des informations au tout début, le modèle perd le sens d'un gros texte et il n'arrive pas à nous donner une réponse précise lorsqu'on lui pose des questions un peu plus poussées. Et du coup, il y a une autre variante du framework RAG. On va essayer de voir ça. Là,
on passe encore au chargement de données parce qu'on va changer un petit truc. Donc, on a la partie chargement de données et la segmentation. Et c'est là où ça va intervenir. La première fois, lorsqu'on a créé, on a fait notre chunking, on a créé des chunks petits, comme on a dit, 300 à 500, parce qu'on ne pouvait pas créer des gros chunks parce que ça aurait été beaucoup lourd, très très lourd, par la suite au niveau du traitement. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des gros chunks. Lorsque je parle de gros chunks, je parle de 1000, 1300, quelque chose du genre. Et par la suite, ce chunk-là, on va le passer à un modèle LLM pour qu'il puisse nous faire un résumé. Donc, on va essayer de résumer un gros morceau de chunk. Et par la suite, on va faire un embedding de ce résumé-là. Vous voyez, là, je vais venir. Donc, on stocke notre résumé au niveau du vecteur. Et quand on va poser nos questions, on revient à notre processus d'avant. Là, on pose la question, on la transforme en vecteur et on va essayer d'aller chercher l'information au niveau de la base. Vu qu'on avait l'ensemble des chunks qui étaient un gros chunk, donc on n'a pas perdu le sens de l'information, on avait fait un résumé et du coup, le résumé, avec un bon prompt, on essaie de récupérer le bon sens du résumé et garder les informations essentielles. Et du coup, on arrive à aller chercher une information qui n'a pas perdu de son sens. Et notre modèle embedding, lorsqu'il prend la question et il la compare au niveau des vecteurs, il arrive à se retrouver. Parfait, c'est la bonne cette fois. Mais non, c'est pas encore la bonne. Donc, on a un problème aussi à ce niveau-là. C'est que lorsqu'on va poser des questions où on a besoin d'avoir du détail, il n'y arrivera pas. Parce que lorsqu'on a fait un résumé, on a perdu le détail. Et du coup, c'est pas possible. Et c'est là où la troisième variante va être très intéressante. Là, je vais vous présenter la troisième variante qui va faire la combinaison des deux méthodes qu'on a vues. Donc, on commence par charger nos données. Donc, bien sûr, on lui donne l'ensemble des données qu'on a. Et on fait une segmentation. Et on fait une segmentation à 2000, 1300, donc des gros chunks. Ces gros chunks, lorsqu'on va les avoir, on va les stocker. On va les stocker dans une base de données, MongoDB, une base S3, n'importe quelle base de données, fichier Excel, si vous voulez. Et on va le stocker en identifiant avec le gros texte. Donc, on va avoir la façon d'identifier notre texte et le gros morceau du texte qu'on a chunké. Et par la suite, on fait un résumé. On fait un résumé de notre gros texte. Et c'est là où on va se retrouver avec le gros texte qui est au niveau d'un storage, avec un identifiant. Et on va avoir le résumé. Et on va pouvoir lier le résumé avec la partie qui est au niveau du gros chunk. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va créer notre résumé et l'embedder et le sauvegarder, on va envoyer l'identifiant avec lequel le gros morceau a été créé. Donc, faites attention. Donc, on se retrouve avec notre résumé qui est lié avec un identifiant à notre gros chunk. Et là, on passe à la partie question-réponse. Au niveau de la partie question-réponse, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller chercher au niveau de notre base de données de vecteurs via les résumés. On n'a pas perdu le sens, mais on n'a pas les détails. Donc, on peut récupérer l'information du résumé. Une fois qu'on récupère le petit morceau du résumé qui nous intéresse, on a l'identifiant qui pointe vers le gros morceau. Et c'est par la suite qu'on va essayer d'aller récupérer le gros morceau du texte au niveau de notre base de données. Donc, on se retrouve avec notre résumé, notre gros morceau du texte, et c'est là où on va passer toutes ces informations à notre prompt, un gros prompt augmenté. Donc, on va avoir la question, le résumé et le gros morceau du texte. On va passer tout ça à notre LLM et on va lui dire, tu peux répondre à la question via ces informations-là. Voilà, donc là, on a pu voir un peu comment ça marche pour des LLM standards où on pose juste une question et il nous donne une réponse. Et c'est quoi les challenges qu'on peut rencontrer avec cette méthode? On a pu voir aussi la façon basique et c'est quoi les problèmes qu'on peut rencontrer aussi. On a pu voir aussi comment on peut surmonter ça et passer avec des résumés. Et c'est quoi aussi les problèmes qu'on peut avoir. Et par la suite, on a terminé avec une façon où on fait un résumé avec un large contenu pour essayer de répondre à l'ensemble des besoins. Là, on va passer sur Flowways pour voir comment mettre en place une variante du framework RAG un peu plus poussée que ce qu'on a mis en place la dernière fois. J'aurais bien aimé travailler avec Python et LangChain directement, mais pour l'instant, on va rester sur du no-code. On va commencer par créer notre base de données de vecteurs.
Je vais pas faire les choses vraiment pas à pas au niveau de Flowways parce que la vidéo sera longue, mais si vous avez des questions par la suite, vous pouvez me les poser. Je vais juste passer très rapidement sur des éléments clés, notamment la partie de la création de chunks. Au niveau de Flowways, dans les text splitters, on a plusieurs façons de créer les chunks. On a la partie HTML to Markdown que j'avais utilisé ici parce que je vais essayer de récupérer les informations via un web scraper de mon site web. Et on a Recursive Character Splitter, Token Text Splitter et Character Text Splitter. Ce qu'il faut savoir, c'est que Character Text Splitter et Recursive Character Text Splitter, c'est différent. Pourquoi? Vous allez juste remarquer default /n/n et ici /n/n/n. Donc, il y a une différence au niveau de l'arrêt sur le chunk. Je vous explique. Si on a un document avec des points, des sauts, des paragraphes, le chunk, il va essayer de prendre en considération ces informations-là pour faire ce chunking. Donc, lorsqu'il commence, il va par exemple s'arrêter au point, il va s'arrêter à un saut de ligne, au paragraphe, etc. Donc, il faut très bien faire attention au text splitter qu'on utilise au niveau de Flowways. Aussi, au niveau du chunk size, il faut essayer de faire des tests selon le texte et le contenu qu'on va essayer de récupérer ou de splitter. À ce niveau-là, rien de différent de ce qu'on a vu la dernière fois. On passe par une base de données de vecteurs Pinecone. On va utiliser OpenAI pour de l'embedding. On a Replicate juste pour qu'on puisse tester la base de données de vecteurs qu'on a mis en place. À ce niveau-là, j'utilise le texte ici, TextFile et Scrapper. Là, on va créer notre base de données sur laquelle on va se baser pour donner des réponses aux utilisateurs. Et parlons d'utilisateurs, si on passe au flux de questions-réponses. Voici à quoi ça ressemble la version du framework RAG que j'ai mis en place sur Flowways. Je vais essayer de vous expliquer ça pas à pas. Donc, si on commence, la première des choses, on va mettre un LLM chain. Donc, ça va dire qu'on va essayer de donner une réponse via un LLM. Ça prend un langage modèle et un prompt. Le langage modèle, on va utiliser OpenAI avec le modèle 3.5 turbo et une température 0.5. Au niveau du prompt, j'ai mis en place un petit prompt, comme vous pouvez le voir ici. Ça explique que tu es l'assistant et qui donne la question posée. Il donne aussi le contexte qu'on a vu et il donne des consignes à respecter. Par la suite, ce que je peux savoir, c'est qu'au niveau des variables, j'ai déclaré deux variables. J'ai déclaré une variable qui est le contexte et j'ai déclaré une variable qui est la question parce que je vais modifier la question qui a été posée par l'utilisateur avant de l'utiliser. On va essayer de voir ça. Donc, la variable contexte, on va commencer par la variable contexte et on va revenir à la variable question après. La variable contexte, c'est quoi? La variable contexte, elle va essayer de prendre, parce que là, ce que j'ai mis, c'est un prompt template. Un prompt template, c'est que je vais donner un template spécifique que j'ai mis en place à mon LLM chain. Donc, c'est le mode prompt template. Ça prend quoi? Ça prend un prompt value, donc l'entrée. Ici, il y aura deux entrées. C'est les deux variables qu'on a vues. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur Similarity Search Retrieval. Donc là, Similarity Score Threshold Retrieval, c'est quoi exactement et ça fait quoi? En gros, c'est au niveau de notre base de données qu'on a deux vecteurs de Pinecone. Comme vous pouvez le voir, on a la partie embedding qui va être faite avec OpenAI et on a la partie Similarity Score Threshold Retrieval. Ça fait quoi exactement? C'est qu'on va dire à Pinecone, dans les résultats que tu vas trouver, donne-moi l'ensemble des résultats avec un maximum de 5 résultats, avec un incrément de 2, quand tu trouveras un résultat qui est supérieur à 65% de similarité avec ma question. Donc, l'ensemble des résultats que je vais récupérer au niveau de Pinecone, il ne faut que je garde que ceux qui sont supérieurs à 65%. Et si j'en ai beaucoup, je garde que 5. D'accord? Donc là, je vais récupérer que ceux qui m'intéressent. Je peux augmenter le score de similarité, je peux le diminuer, je peux juger et essayer de trouver le juste milieu. Donc, le similarity score, c'est la variable ici. Comment on la trouve? C'est juste qu'en cliquant ici, ça nous donne le nom de la variable. C'est celle-là.
Et c'est celle-là qu'on récupère et qu'on utilise à ce niveau-là. Et c'est la même chose avec la question. Ben, en fait, la question, moi, j'ai besoin d'utiliser l'historique de la discussion. Et je veux reposer la question en prenant en considération l'historique de la discussion. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais un LLM chain, je le lis avec un modèle et je fais toujours un prompt template qui fait quoi? Qui prend la question de l'utilisateur, qui prend l'historique du chat, ces deux variables que j'ai mis au niveau de mon prompt template. Et dans mon prompt template, je dis quoi? Je dis que tu vas toujours répondre en français si on te le demande de changer la langue en utilisant l'historique du chat suivant. Et je lui donne l'historique du chat. Et je lui transforme la question de suivi en une question autonome. Donc, quand j'ai une discussion avec un utilisateur et que l'utilisateur me pose une question parce qu'il croit que moi je me rappelle toujours de l'historique, il faut que je me rappelle de cet historique. Donc, je vais reformuler sa question en se me basant sur l'historique que j'ai. Et c'est cette question-là que je vais utiliser au niveau de ce prompt template. Et c'est ça ce qu'on a vu. Cette question, elle est au niveau du LLM Chain, au niveau de les valeurs, Similarity et LLM Chain Data Instance. C'est celui-là, LLM Chain. Donc là, juste pour résumer, qu'est-ce qu'on fait? L'utilisateur pose sa question. On essaie de reformuler sa question en se basant sur l'historique de la discussion. Par la suite, on discute avec la base de données des vecteurs et on lui dit, bon, voici ma question, voici l'embedding que tu vas faire. Cherche-moi les réponses qui sont similaires à 65% et plus avec cette question-là. Et tu vas me donner la réponse. Et moi, en se basant sur cette réponse-là, je vais la stocker dans une variable contexte que je vais utiliser avec la question que j'ai fabriquée. Et par la suite, je prends mon prompt, je prends la question, je prends le contexte. Et tout ça, je le donne à mon LLM Chain qui va me donner une réponse. On peut continuer de parler beaucoup du framework RAG et mettre en place d'autres variantes et pousser Fluwaze dans ses limites en mettant en place des automatisations et des triggers pour avoir des résultats précis. Cependant, l'objectif de ma vidéo, c'était de vous expliquer et de rendre simple pour vous certains concepts clés qui vous seront essentiels si vous voulez aller chercher par vous-même dans Internet comment ça se passe, c'est quoi les nouveautés, etc. Cependant, si vous voulez que je parle d'un concept en particulier ou que je détaille un sujet, ou même qu'on mette en place ensemble un chatbot sur un domaine spécifique, n'hésitez pas à me le demander au niveau des commentaires. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo et ça vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci beaucoup et je vous dis à bientôt.